Bonjour à tous et bienvenue sur l'éducative syrienne. Chers collègues, inspecteurs et professeurs de français, nous continuons aujourd'hui la série de l'enseignement à distance et nous allons traiter les compétences linguistiques. Pour en savoir plus et pour répondre à plusieurs questions concernant l'enseignement de la grammaire et de la phonétique, objectifs, stratégies et déroulement, j'ai le plaisir d'accueillir ici dans les studios de l'éducative syrienne mes chers collègues Selwa et Lama. Bonjour. Bonjour Lama, ravie d'être avec vous. Je m'appelle Lama Sabbar, je suis enseignante et formatrice régionale ici à Damas. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis Selwa Arbash, professeure de français et formatrice régionale à Konaïtira. Bonjour, et moi je suis Lama Issa, inspectrice régionale de français à Tartous. Alors, pour commencer, selon le cadre européen commun de référence, pour apprendre ou enseigner une langue étrangère, il faut se baser sur 5 compétences. La compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production de l'oral et la production de l'écrit, et aussi les compétences linguistiques. Alors, nous allons dans cette session parler des compétences linguistiques. Alors Lama, qu'est-ce qu'on veut dire par les compétences linguistiques? C'est-à-dire les connaissances de la langue, la règle des grammaires et aussi le vocabulaire et la phonétique. Très bien. Alors tu as dit, on a des outils linguistiques, le lexique, la grammaire et la phonétique. Très bien. Alors quel est l'objectif général pour l'enseignement des compétences linguistiques ou des connaissances de la langue? L'apprenant utilise les structures de la langue nécessaires à la communication orale et écrite. Il adapte des outils linguistiques comme les règles de grammaire, la phonétique, le vocabulaire qui convient à ces structures. Très bien. Alors, il adapte des outils linguistiques, c'est-à-dire le lexique, la grammaire et la phonétique. Oui. En ce qui concerne le lexique, dans des sessions précédentes, on a traité les compétences de l'oral et les compétences de l'écrit et leur stratégie pour l'enseignement du vocabulaire. Oui. Alors, comment peut-on résumer ces stratégies pour l'enseignement du vocabulaire selon la perspective actionnelle? On peut résumer par que le bagage linguistique qu'on utilise pour s'exprimer à l'oral et à l'écrit et aussi le champ lexical qui est en relation avec le thème, l'objectif thématique et l'objectif thématique et l'acte de langage et l'acte de parole aussi qu'on repère lors de l'étude de la communication orale et écrite. Très bien. C'est-à-dire, durant les compétences orales et écrites, de la compréhension orale et écrite, on a repéré le vocabulaire et on a trouvé des actes de parole concernant un certain thème. Alors, pour s'exprimer, comme tu as dit, Lama, on a un bagage linguistique qui est basé sur le vocabulaire qu'on a repéré lors des cours de compréhension orale et écrite pour le réutiliser dans d'autres situations de communication. Très bien. Alors, le lexique a une place très importante dans la langue. Oui. Et il y a un autre outil qui est très important aussi, Salwa, c'est la grammaire. Oui. La grammaire est aussi importante que le lexique. Quelle est l'importance de la grammaire dans la langue? Quelle est la place de la grammaire dans la perspective actionnelle? Oui, il est évident que la grammaire est très importante pour communiquer. Car elle permet non seulement de construire des phrases correctes, mais encore de construire des phrases qui ont un sens et qui sont bien structurées. Donc toujours, la grammaire est au service de la langue. Et à l'aide de cet ensemble des outils linguistiques qui sont le lexique et les règles de grammaire, on organise nos pensées, on construit des phrases
pour communiquer et pour s'exprimer à l'écrit et à l'oral sur des thèmes variés. Peut-on avoir un exemple? Par exemple, si on veut conseiller quelqu'un pour vivre sain, Oui. on a besoin d'utiliser la grammaire et le lexique concernant la santé ou bien la vie saine. Je dis par exemple, je te conseille de faire du sport régulièrement. Ici, dans cette phrase, j'utilise la grammaire. Je conjugue le verbe conseiller avec le sujet je. Et encore, j'utilise l'infinitif après une préposition. Donc ici, j'utilise la grammaire. Et encore, j'utilise l'adverbe régulièrement. Très bien. Et encore, j'utilise le lexique qui concerne la santé ou bien la vie saine. Donc, pour réaliser une action, on a besoin des champs lexicaux, des outils linguistiques, le lexique et la grammaire pour construire ces phrases et pour s'exprimer sur n'importe quel thème. Alors, pour communiquer, c'est vrai, c'est utiliser un code linguistique, c'est la compétence linguistique, rapporter à une action la compétence pragmatique dans un contexte socioculturel et linguistique donné. Compétences socio-linguistiques. Mais ce qui est important ici à noter ou à dire, c'est que ce n'est pas l'intéressant seulement une règle de grammaire, ce n'est pas retenir une règle de grammaire. Selon la perspective actionnelle, il faut utiliser cette règle de grammaire. C'est le fonctionnement de cette règle de grammaire selon des thèmes variés, comme tu as dit, selon des actes de parole différents, oui. Et à la fin, pour communiquer. Alors, on peut dire que la grammaire est au service de la langue et au service de toutes les compétences pour pouvoir construire et faire des structures, selon ces règles de grammaire, comme tu as dit. Alors, dans nos manuels, on a abordé des points grammaticaux pour que les apprenants puissent s'exprimer, puissent utiliser ces règles de grammaire et construire des structures selon des thèmes variés à l'oral et à l'écrit. Oui. Comment peut-on amener nos apprenants à bien utiliser les règles de grammaire? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement à retenir une règle de grammaire. Nous, dans l'approche actionnelle, on a besoin d'un apprenant qui utilise la langue, qui pratique la langue en utilisant la grammaire ou les règles de grammaire. Alors, comment, dans nos manuels, peut-on donner ou pousser l'apprenant à bien utiliser une règle? Pour enseigner la grammaire dans nos manuels, on a adapté une stratégie. Cette stratégie, selon la méthodologie de la perspective actionnelle pour les outils linguistiques. Cette stratégie suit 3 étapes. La première étape, c'est l'analyse du corpus. Deuxième étape, c'est la déduction de la règle. La troisième étape, c'est la fixation et l'application. Très bien. Alors, selon la perspective actionnelle, on a une stratégie. L'apprenant doit d'abord observer un corpus et doit l'analyser, puis il doit comprendre un concept grammatical et déduire une règle pour, à la fin, appliquer la règle et l'utiliser dans différentes situations de communication. Très bien. Alors, la langue, maintenant, a des étapes à apprendre. Pour l'enseignement de la grammaire dans nos classes ou dans nos manuels, on a parlé d'une stratégie. Mais pour aller dans les détails, il y a un déroulement, il y a des étapes à suivre la main. Combien de temps dure le déroulement d'un cours de grammaire? Combien de périodes? Dans nos manuels, on adopte
deux périodes pour enseigner la compétence linguistique. La première période concerne l'analyse du corpus et la déduction de la règle, et la deuxième période concerne l'application et la fixation de la règle. Très bien. Alors, on a deux périodes pour enseigner la grammaire dans nos manuels. Pour la première période, Salwa, qui est l'analyse du corpus et la déduction de la règle, quel est l'objectif, quel est le déroulement, comment ça se passe dans un cours, la première période d'un cours de grammaire? Oui, la première période est consacrée à l'analyse du corpus et à la déduction de la règle. Oui. Cette période se fait lors d'une discussion collective et interactive entre l'enseignant et les apprenants, pour que les apprenants analysent le corpus et déduisent la règle. Donc, cette période aide nos apprenants à analyser le corpus et à déduire la règle. Très bien. Alors, c'est l'objectif. L'objectif, oui. Maintenant, si on passe pour voir le déroulement. Oui, pour commencer cette période, tout d'abord, l'enseignant doit annoncer l'objectif. Oui. Et après, il note le corpus au tableau, oui, et demande aux apprenants d'observer et de lire ce corpus. Après, il mène une discussion générale en posant des questions sur ce point grammatical, et les apprenants répondent à ces questions. Très bien. Après, l'enseignant note au tableau les réponses et les apprenants repèrent les mots grammaticaux concernant le point grammatical. Donc, le corpus, ce corpus, ou bien l'enseignant doit profiter du corpus cité dans le livre, ou bien il peut utiliser un autre corpus, mais qui contient le même point grammatical. Comment doit être ce corpus? Les mots du corpus, le contenu, le contenu du corpus? Ce corpus, il doit être simple et clair, ou bien peut-être des phrases, ou bien un dialogue. Mais il doit être très simple et très clair. Le corpus doit être toujours au service du point grammatical. C'est-à-dire, je dois poser des questions pour analyser ce corpus, comme tu as dit, oui. Salwa. Quelles questions pose-t-on? Comment se déroulent ces questions? Lors de la discussion que fait de la part de l'enseignant, les questions doivent porter sur la nature des mots, sur l'adjectif, le sujet ou bien les pronoms, et encore sur la fonction de ces mots, ou bien sur le genre et le nombre. C'est-à-dire des questions qui portent autour du point grammatical visé. Est-ce qu'on doit poser des questions sur la compréhension du sens du corpus? Non. Les questions doivent être sur le point grammatical visé. Ils sont basés sur le point grammatical visé. Dans quel but alors? Dans le but de repérer les mots grammaticaux. Alors, il y a ici un rôle pour l'enseignant et un rôle pour l'apprenant. Toujours. Oui, l'enseignant tout d'abord annonce l'objectif, puis note le corpus au tableau et mène une discussion générale en posant des questions, puis noter au tableau les réponses. Et c'est aux apprenants de lire et d'observer le corpus, de répondre aux questions et de repérer les mots grammaticaux. Alors, c'est ici, les apprenants commencent à découvrir le point grammatical. Ils répondent aux questions de l'enseignant. Il découvre ce point grammatical en peut-être donnant des réponses, en émettant des hypothèses. Et c'est à l'enseignant de confirmer ou d'infirmer dans une discussion collective et interactive. On a posé beaucoup de questions concernant le point grammatical, Lama, mais est-ce que les apprenants ont compris comment l'enseignant va vérifier la compréhension du concept grammatical?
C'est concernant le deuxième pas de la première période, c'est le pas de la vérification de la compréhension du concept. L'enseignant demande aux apprenants de faire l'activité A et B. Il leur accorde le temps qui convient pour réaliser cette activité. Puis, il mène une discussion pour prendre les réponses, et il demande à chaque apprenant de justifier sa réponse. Et après, c'est-à-dire il fait une correction collective, il note les réponses correctes au tableau, puis il demande aux apprenants de faire l'activité B qui concerne la déduction de la règle et qui aide tout ça pour s'assurer que ces apprenants ont bien saisi la règle. Très bien. Alors, tu as dit il y a des activités après le corpus. Oui. Quel est le type de ces activités? Après chaque corpus, dans nos manuels de notre méthode de français IMAR, il y a des activités qui suivent le corpus. Quel est le type de ces activités-là? Les apprenants ont à classifier des éléments, à compléter une grille, à comparer entre les éléments. Il y a plusieurs activités qui concernent la compréhension de la règle chez les apprenants. Et dans l'activité B, il y a toujours des exercices exercices à compléter pour déduire la règle. L'enseignant doit s'assurer de la compréhension il doit savoir si ses apprenants bien saisi la règle ou non. C'est vrai. Alors, on peut dire que dans le deuxième pas, c'est la vérification de la compréhension du concept grammatical. Ici, l'enseignant va demander aux apprenants de faire les activités qui se trouvent sur le livre. Les apprenants vont répondre, vont réfléchir, vont justifier pendant la correction collective pour arriver à la fin à la compréhension du concept grammatical et à la déduction de la règle. Très bien, l'enseignant maintenant a fait une synthèse. C'est-à-dire, on est à la fin de la première période. L'enseignant maintenant a fait l'analyse du corpus et la déduction de la règle, c'est sûr, avec les apprenants. Alors, le rôle de l'enseignant dans cette phase, c'est de donner le temps qui convient à l'activité, écrire les bonnes réponses au tableau, demande aux apprenants de justifier leurs réponses, il va écrire toutes les informations, toutes les réponses correctes pour faire une synthèse, pour vérifier, s'assurer que ces apprenants ont bien saisi la règle de grammaire ou le point grammatical. Et l'apprenant, comme un rôle, il doit faire ou réaliser cette activité et compléter la règle ou déduire la règle. Peut-on ici proposer à l'enseignant, les apprenants peuvent faire individuellement tout d'abord, oui, bien sûr. Et puis ils peuvent travailler en binôme pour comparer les réponses, pour s'assurer à la correction collective à la fin. Alors maintenant, la première période est terminée et on passe, ou l'enseignant doit passer à la deuxième période. Oui. On arrive maintenant à la deuxième période, c'est la fixation et l'application de la règle. Cette période vise à donner à l'apprenant l'occasion de s'assurer de sa compréhension du concept grammatical. Bon, que fait l'enseignant ici? Il commence la période par un petit rappel du point grammatical traité lors de la période précédente. Après le petit rappel, il mène une discussion concernant le même point grammatical. Puis, il demande aux apprenants de faire les activités, l'activité C dans le livre. Puis, il accorde le temps pour faire cette activité.
puis il fait une correction, il écrit les réponses au tableau et les apprenants s'autocorrigent. Cette période donne à l'apprenant l'occasion de réfléchir, d'analyser et de donner la bonne réponse de l'activité. Très bien. Alors, on a maintenant, on a parlé de la deuxième période qui vise à donner à l'apprenant l'occasion de s'assurer de sa compréhension du concept grammatical et qui est une période de fixation et d'application de la règle. Alors, comme tu as dit, Salwa, l'apprenant va commencer la période par un petit rappel pour il pose des questions pour s'assurer de la compréhension et pour savoir si les apprenants ont bien saisi le point grammatical ou la règle de grammaire en ce qui concerne les informations. Puis, il demande aux apprenants de faire les activités qui se trouvent dans l'activité, les activités dans le livre, les activités C, l'activité C. Les apprenants vont avoir du temps pour réfléchir, pour analyser et pour à la fin donner une réponse. Et l'enseignant peut donner encore aux apprenants l'occasion. C'est intéressant de travailler tout d'abord individuellement, puis travailler en binôme et après c'est la correction collective. Et ici, l'enseignant aussi doit donner les bonnes réponses et les inscrire au tableau. Et les apprenants s'autocorrigent sur leur livre. Alors, on a maintenant parlé d'un déroulement de 2 périodes concernant l'enseignement de la grammaire. Oui. Dans les 2 périodes, l'apprenant, c'est sûr que l'apprenant doit être prêt pour s'entraîner ou pour appliquer. Quand est-ce que l'apprenant ici trouvera l'occasion pour évaluer son apprentissage, pour avoir un feedback de son enseignant? C'est avec les activités d'entraînement. Cité dans le livre sous le titre « Je m'entraîne », il y a une évaluation formative. Et cet entraînement invite l'apprenant à appliquer la règle grammaticale qu'il vient d'étudier. Alors maintenant, on a des activités d'entraînement dans le livre et que l'apprenant doit les faire et les réaliser et doit appliquer la règle grammaticale. C'est hors du corpus. C'est hors du corpus. Maintenant, il y a un nouveau contexte, il y a des nouveaux exercices et l'apprenant doit s'habituer à appliquer la règle. Et c'est ce qu'on a dit, que l'apprenant ne doit pas retenir par cœur une règle de grammaire. Au contraire, il doit savoir appliquer la règle sur n'importe quel exercice ou dans n'importe quel exercice. Pour clarifier, pour donner une idée plus claire à nos apprenants, à nos enseignants, on va appliquer maintenant un cours de grammaire, la classe de bac et le point grammatical du discours direct et indirect pour aider, faciliter le travail avec nos enseignants. On commence avec la main. Oui, pour donner un cours de la compétence linguistique, tout d'abord, l'enseignant demande aux apprenants d'ouvrir leur livre à la page n'importe quelle page. 54, oui. 55. Et il leur demande de lire le corpus. Il mène une discussion pour aider les apprenants à déduire la règle. Permettez-moi de... Oui. Salwa, je vais vous poser quelques questions concernant la règle.
Tout d'abord, on dit qu'on va étudier la règle du discours direct et indirect. Après avoir demandé à nos apprenants de lire le corpus, on va faire une discussion et on pose des questions telles. Oui. Salwa, s'il te plaît, y a-t-il des guillemets dans la première phrase? Pourquoi? Pourquoi Oui, y a-t-il des guillemets? il y a des guillemets parce que c'est un discours rapporté. Oui. Qui rapporte ce discours? C'est il. C'est il. Quel verbe on utilise pour rapporter le discours? On utilise le verbe dire. Quelle est la différence entre la structure de la première phrase et la deuxième phrase? C'est que dans la première phrase, c'est un discours rapporté directement, Oui. et la deuxième, le discours est rapporté indirectement. Oui. Pour relier les deux phrases, Oui. ou pour rapporter le discours, qu'est-ce qu'on utilise comme conjonction? On utilise la conjonction que. Pourquoi on utilise exactement cette conjonction? C'est une phrase simple. On voit qu'il y a la ponctuation et les deux guillemets. Ce n'est pas une phrase interrogative, c'est une phrase simple. Déclarative. Oui, alors. déclarative. C'est une phrase déclarative. Et dans l'exercice ou la phrase B, est-ce qu'on a, quelle est la différence entre la première et la deuxième phrase? On utilise aussi la conjonction que, c'est-à-dire la deuxième phrase aussi est une phrase déclarative. Déclarative, oui. Pourquoi on change le verbe dans la phrase B? On voit que dans la phrase A, le verbe interlocuteur est au présent, Oui. tandis que dans la phrase B, le verbe est au passé. Bien On sûr. voit dans la phrase A, il y a des changements. On change le pronom sujet, on change l'adjectif possessif, Très bien. mais on ne change pas le ton de verbe, Pourquoi? parce que le verbe interlocuteur est au présent. Dans la phrase B, on a changé le sujet, on a changé le ton de verbe parce Pourquoi que ici on a changé le le ton de verbe verbe? interlocuteur est au passé. Alors, quand on change le ton du verbe, Lorsque le verbe interlocuteur est au passé. Introducteur, Très bien. oui, très bien. Oui, oui, très bien. oui. Alors, dans cette règle, il faut poser des questions aux apprenants concernant la différence entre la phrase rapportée, la première phrase, et la deuxième phrase, c'est la phrase complétive. On va poser des questions concernant, pour attirer l'attention des apprenants, qu'on fait plusieurs changements quand on rapporte la phrase du discours direct au discours indirect. Il y a des changements au niveau du pronom personnel Très et bien. l'adjectif possessif, et Oui. aussi il y a un changement si le verbe introducteur est au présent, on change seulement la terminaison du verbe et on ne change pas l'indicateur du temps, mais si le verbe est au passé, on change le temps du verbe et les indicateurs temporels. Très bien. Alors, ici, ce que vous avez travaillé, Salwa et Lama, comme l'enseignant va faire, tu as mené une discussion avec Salwa pour découvrir ou pour savoir quelle est la façon de transformer du style direct ou du discours direct au discours indirect et quels changements on a fait lorsqu'on transforme du discours direct au discours indirect. Mais pourquoi on a plusieurs types de phrases, comme tu as dit, Lama? Ici, on a plusieurs types de la phrase. On a une phrase déclarative et on a une phrase interrogative totale et une phrase d'interrogative partielle et aussi il y a une phrase impérative. Tout cela pour attirer l'attention des apprenants qu'on doit changer la conjonction qu'on utilise pour rapporter le discours selon la structure de la phrase, selon le type de la phrase. Le type de la phrase. À chaque fois, ce type de la phrase exige un certain changement. Oui. Et les changements qu'on a faits selon le temps du verbe introducteur, c'est-à-dire s'il est au présent ou s'il est
au passé composé. Tous ces changements, l'apprenant doit les remarquer. Maintenant, on a fini, si vous voulez, le premier pas de la première période. Oui. C'est-à-dire, on a fait une discussion générale, interactive. Maintenant, si vous voulez, on va passer au deuxième pas. C'est quoi le deuxième pas, Lama? On passe au deuxième pas, c'est la phase de la vérification de la compréhension de la règle et Très la bien. déduction de la règle aussi. Alors ici, l'apprenant doit réaliser 2 activités ou 3 activités selon le cas pour vérifier sa compréhension. Oui. Si pour cette règle, on a des questions qui concernent souligner la phrase et il y a un tableau ou une grille à compléter. Très bien. Cette grille va attirer l'attention des apprenants au changement qu'on doit faire quand on transforme la phrase du discours direct au discours indirect. Lors de la réalisation de cette activité, l'enseignant s'assure de la compréhension de leur apprenant. Il doit s'assurer si ces apprenants ont bien compris la règle ou non. Exactement. Alors, Puis, les apprenants vont faire la deuxième activité. Cette activité est consacrée à la déduction de la règle. Alors, on a un texte ou des phrases à compléter. Lors de la réalisation de cette activité, l'enseignant s'assure bien si ces apprenants ont saisi la règle ou non. d'accord. Alors, je vais répéter un peu. On est toujours dans l'étape de l'analyse. On est dans le deuxième pas. L'enseignant va vérifier la compréhension du concept avec les activités faites. Premier exercice ou première activité, c'est de préciser si la phrase est rapportée directement ou indirectement. Deuxième question, ça concerne les marques du discours rapporté au style direct, c'est-à-dire la ponctuation avec le verbe introducteur. Et à la fin, on arrive au tableau et à compléter le tableau avec les changements qu'on a fait lors de l'analyse du corpus ou lors de la lecture et, des phrases et la comparaison pour arriver à la fin qu'on a des changements sur le temps, selon le temps du verbe introducteur, des changements dans la conjonction, des changements de la personne, de le pronom personnel et l'adjectif possessif. Et on a aussi le changement au niveau du mode et du temps du verbe et les expressions de temps. Maintenant, c'était l'activité A est finie. Maintenant, pour l'activité B aussi, l'apprenant il doit réfléchir encore pour compléter la règle et pour, qu'est-ce qu'on dit, pour nous montrer qu'il a bien compris ce concept grammatical. Alors, il complète la règle et déduire la règle. Alors, notre but, tout notre travail est axé sur la déduction de la règle. Nous voulons que de s'assurer que l'apprenant bien saisi ou a bien compris la règle. Alors, maintenant, c'est fini pour la première période. L'analyse du corpus et la déduction de la règle et la première période. Alors, maintenant, on passe à la deuxième période. C'est la troisième étape qui concerne l'application et la fixation de la règle. Il y a ici l'activité C. Ici, dans cette règle, il y a des phrases. On demande aux apprenants de les transformer du discours direct au discours indirect. Très bien. Alors, l'apprenant doit réaliser toutes ces phrases en faisant les changements nécessaires. Tout d'abord, il va
préciser le type de la phrase, déclarative, interrogative ou impérative. Puis, il doit choisir la conjonction qui convient. Si on a une phrase déclarative, c'est-à-dire on doit choisir la conjonction que. Interrogation totale, par exemple, on doit choisir la conjonction si. Et si on a une interrogation partielle, on garde le même mot interrogatif, mais avec qu'est-ce que, on utilise ce que. Et pour la phrase impérative, on utilise la préposition de ou on peut suivi d'une infinitif ou on utilise la conjonction que suivie d'un subjonctif. Puis il va faire des changements qui ont en relation avec le pronom personnel sujet, l'adjectif possessif. Si le verbe introducteur est au passé, il faut changer le temps de verbe et il faut changer aussi les expressions temporelles. Très bien. Alors maintenant, ici, l'apprenant est invité à appliquer la règle en faisant les changements nécessaires, en suivant tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a découvert dans l'analyse discursive, dans l'analyse du corpus, et puis il va donner ou faire ces exercices pour la correction. Lama, comment on fait la correction ici? L'enseignant peut demander aux apprenants de faire l'activité en binôme ou individuelle. Alors, et après, il fait une correction collective et il demande à l'apprenant de justifier leur réponse, pourquoi il a changé comme ça, pourquoi il a choisi ce pronom personnel, pourquoi il a changé le temps du verbe, pourquoi il ne change pas, par exemple, les expressions du temps selon la phrase donnée. Alors ici, c'est une période très intéressante. S'il reste du temps, Salwa, que fait l'enseignant? On a fini les activités qui se trouvent dans le livre et on a encore du temps. Oui, il peut faire des activités supplémentaires. Il peut donner des activités aux apprenants pour fixer leur apprentissage, pour fixer la règle. Il peut donner des activités supplémentaires. Très bien. Alors, si on peut faire comme ça un petit résumé, on peut dire que l'enseignement de la grammaire va durer 2 périodes. La première période, c'est l'analyse du corpus et la déduction de la règle. Et dans la deuxième période, c'est la fixation et l'application. Dans la première période, l'enseignant va toujours analyser avec ses apprenants le corpus. On doit ici donner ou dire aux apprenants que le corpus doit être toujours facile, simple, contient des mots simples. Oui. Et il ne faut pas brûler les étapes, oui, c'est-à-dire il faut aller pas à pas, il faut poser des questions peu à peu pour arriver avec les apprenants au point grammatical ou à la déduction de la règle. Dans le deuxième pas, il y a la vérification de la compréhension du concept grammatical et il y a les activités qu'on doit faire pour vérifier et pour s'assurer de la compréhension. Pour le deuxième pas, il faut toujours à la fin du deuxième pas, et c'est aussi la fin de la première période, c'est la déduction de la règle de grammaire. L'apprenant doit déduire cette règle pour l'appliquer dans la deuxième période avec des exercices d'application qui montrent si l'apprenant vraiment a compris, a saisi la règle de grammaire. Il y a une occasion pour évaluer son apprentissage. Il a des activités dont je m'entraîne. C'est une évaluation formative. Alors les apprenants, c'est un conseil à tous les apprenants de profiter de tous les exercices qui se trouvent dans le livre, soit dans la phase appliquée ou dans je m'entraîne. C'est pour la grammaire. Oui. Nous avons aussi la phonétique.
Alors maintenant, pour la phonétique Salwa, quel est l'objectif d'un cours de phonétique? Oui, la phonétique, c'est une étape. Et cette étape sert à donner à l'apprenant l'occasion de prononcer les sons et d'identifier leur graphie. Donc, c'est une étape qui donne à l'apprenant l'occasion de prononcer bien les sons demandés. Donc, pour la phonétique, on a 4 étapes. La première étape, c'est écouter et entourer les mots qui contiennent le son demandé. Et la deuxième étape, c'est écouter et souligner les lettres du son. Oui. Oui, et après la classification selon les formes graphiques. Et à la fin, c'est la répétition et la prononciation. Très bien. Alors, je répète encore, pour la stratégie de la phonétique, on a un enregistrement à écouter qui contient le son visé. Il faut écouter et entourer les mots tout d'abord, puis il faut écouter et souligner les sons qui contiennent les graphies qui contiennent à ce son. Et troisièmement, c'est la classification selon les formes graphiques. On arrive à la fin à la répétition et à la prononciation. Alors, le déroulement, c'est combien de périodes, Salwa? Pour la phonétique, on consacre une seule période. L'enseignant commence par faire écouter l'enregistrement pour la première fois. Il demande aux apprenants d'entourer ou bien de souligner les mots qui contiennent le son visé. Et les apprenants ici entourent ou bien soulignent les mots. Puis, il fait écouter l'enregistrement pour la deuxième fois et demande aux apprenants d'entourer ou bien de montrer les lettres ou bien les graphies qui correspondent au son visé. Et après, il leur demande de classifier selon les formes graphiques, peut-être dans une grille. Et à la fin, répéter et les apprenants répètent et prononcent le son visé. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut demander aux apprenants de donner, par exemple, de leur bagage linguistique, des mots qui contiennent ce son, Oui, par bien exemple? sûr, on peut donner de leur bagage linguistique des mots qui contiennent le même son visé. Alors, maintenant, pour clarifier ou pour appliquer un peu, qu'est-ce qu'on peut dire aux apprenants pour pratiquer ou pour donner un cours de phonétique? Un exemple de la classe de 9e, par exemple. Par exemple, on a ici la première unité de la classe de 9e. On a le son on. Tout d'abord, l'enseignant passe l'enregistrement. Oui. Et puis demande aux apprenants d'entourer ou bien de souligner les mots. Oui. Donc, tout d'abord, les apprenants soulignent les mots qui contiennent le son visé. Oui. C'est la première activité. Oui. Ensuite, pour la deuxième activité, il passe l'enregistrement et il demande aux apprenants de montrer les mots ou bien les lettres qui correspondent au son. Oui. Après, il y a dans le livre une grille. Il demande aux apprenants de classifier selon leur graphie. Et à la fin, il demande aux apprenants de prononcer et de répéter les mots qui contiennent le son. Très bien. Alors, pour répéter toujours, il y a la graphie de la phonétique. L'enseignant doit demander aux apprenants d'écouter l'enregistrement et d'entourer les mots qui contiennent le son visé. Puis, il demande d'écouter de nouveau et de souligner les lettres ou les graphies qui correspondent au son. Et puis, ils doivent classifier selon les formes graphiques et prononcer
à la fin. S'il y a une faute de prononciation, alors qu'est-ce que l'apprenant doit faire? Il doit corriger. Le corriger. L'enseignant il peut répéter l'enregistrement ou bien il peut corriger et demande aux apprenants de répéter et prononcer de nouveau les mots ou bien le son. Est-ce que l'enseignant va choisir quelques apprenants qui ont une bonne prononciation pour répéter? Non. Il faut que tous les élèves participent à cette activité ou bien à la prononciation des mots du son visé. D'accord. Oui. Alors, Salwa, dans les livres, dans les manuels, notre nouvelle méthode de français IMAR, on a au service de la phonétique des chansons. Oui. Alors, ici, quelle est l'importance des chansons? Qu'est-ce que vous dites? Les chansons ont une grande importance, surtout dans les classes de 7e, de 7e et 8e. 7e et 8e, oui. On a des chansons. Quelle est l'importance ici, les chansons? Je peux dire que les chansons qu'ils aident les apprenants à écouter. À s'habituer à la prononciation de la langue avec... à s'habituer à la prononciation et à goûter à la langue, c'est-à-dire avoir une audience très, très intéressante qui, qu'est-ce qu'on dit, qui fortifie la façon d'apprendre une langue, c'est-à-dire la phonétique est aussi très importante et la chanson qui se trouve d'une façon très forte dans les classes de 7 et 8 est un élément très nécessaire et on souhaite que nos enseignants profitent des chansons pour que les apprenants s'habituent à ces sons, à la prononciation. Pour la grammaire et la phonétique, alors, et le lexique, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot comme conseil pour donner à nos apprenants, à nos enseignants, si vous voulez? Tout d'abord, l'enseignant doit savoir que l'enseignement de la compétence linguistique est très important. Parce que cette phase aide les apprenants à construire des phrases et les conduit après à bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Très bien. Parce que les apprenants ici vont rassembler tout le vocabulaire, tout le champ lexical nécessaire à la communication, à l'oral et à l'écrit. Et aussi, la phonétique est très, très, très importante. Pourquoi? Parce que la prononciation de la langue est très importante. Quand on prononce la langue, le son et les identifie avec les graphies, c'est tout d'abord comme c'est très amusant. C'est très intéressant dans l'orthographe. Oui. Bien sûr, c'est très intéressant. Alors, il faut savoir comment prononcer les mots et comment construire une phrase pour bien s'exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et Salwa? Oui, la grammaire est toujours elle est au service de la langue. Très bien. C'est-à-dire que encore le bagage linguistique qu'on utilise pour s'exprimer à l'oral ou bien à l'écrit, c'est tout le champ lexical. C'est-à-dire le champ lexical qui est en relation avec l'objet thématique et à l'acte de parole et qu'on a repéré lors de l'étude de la compréhension orale et écrite. Donc, à l'aide de la grammaire, à l'aide des outils linguistiques, on peut construire des phrases bien structurées et qui ont un sens et des phrases correctes. Donc, on a besoin de la grammaire, des règles de la grammaire, du champ lexical qui ont en relation avec le thème étudié ou bien n'importe quel thème. C'est-à-dire, tu veux dire, Salwa, que la grammaire est au service de la langue et au service de toutes les compétences. Oui. C'est-à-dire pour m'exprimer, pour que je m'exprime, pour m'exprimer sur n'importe quel thème, je dois utiliser les règles de grammaire.
La grammaire est très intéressante, mais elle n'est pas seule. Elle est avec le lexique qu'on a déjà repéré ou qu'on a déjà acquis lors de l'étude de la compréhension orale et écrite pour s'exprimer. La phonétique aussi a une place très importante parce que si je ne connais pas les graphiques qui correspondent au son, je ne sais pas bien écrire ou bien m'exprimer soit à l'oral ou à l'écrit. Alors, les compétences linguistiques sont très importantes, mais il faut attirer l'attention qu'il faut prendre tout cet ensemble dans l'ensemble, c'est-à-dire il ne faut pas retenir par cœur une règle de grammaire. Moi, ce que je veux, c'est le fonctionnement de cette règle de grammaire dans une situation de communication, dans une situation de communication, comme j'ai dit, pour m'exprimer sur n'importe quel thème. Alors, avec ces remarques à la fin, on arrive à la fin de notre session Lama. Et Salwa, merci beaucoup à vous. Merci à toi, Lama. Je suis très heureux d'être avec toi. Moi aussi. Merci à toi, Lama. Je suis ravie d'être avec vous. Moi aussi, merci à vous. Et j'espère que ce serait profitable pour tous nos enseignants et pour nos apprenants. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.